Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des biotech, rétrospective 2021, bien sûr, les enseignements de l'année 2021 sur le front des biotech, notamment les biotech cotées à Paris, et les enjeux 2022. Nous en parlons avec Sacha Pouget, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Sacha. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Merci d'être avec nous ce soir pour évoquer ce secteur qui est votre domaine d'expertise depuis des années maintenant. Vous êtes directeur associé chez Calisté Biotech Advisors. Oui, effectivement, quelques éléments rétrospectifs de l'année écoulée, alors à travers 4 dimensions qui vous permettent d'analyser ce secteur des biotech françaises. Donc on parle de près d'une quarantaine de sociétés biotech cotées aujourd'hui à Paris, c'est ça Tout à fait, le compartiment s'étoffe de plus en plus. Il y en a maintenant 40 qui sont cotées à la Bourse de Paris. Donc les performances boursières, les valorisations, la valorisation globale du secteur à Paris, les questions de financement et puis le M&A. Alors là qu'on regarde au niveau global, qui est toujours un catalyseur important dans ce secteur des biotech. Si on prend ces 4 dimensions pour 2021, qu'est-ce que vous retenez du secteur biotech l'an dernier, Sacha? Ça a été une année de confirmation finalement, une année aussi classique, notamment sur la partie M&A et aussi sur la partie financement. Malgré tout, on est sur une performance globale en France négative, après une augmentation très significative en 2020, puisque les biotech françaises avaient progressé quand même de 220% en moyenne. Alors on est en baisse en 2021 de 10%. Ça a été une année quand même assez charnière, puisqu'on a eu pour la première fois une société, donc en l'occurrence Valneva, qui a dépassé 3 milliards d'euros de valorisation. On est sur une valorisation globale, au moment où je vous parle, d'environ 9 milliards d'euros. Ce n'est jamais arrivé. Jamais une biotech française n'avait atteint ce niveau de capitalisation boursière. C'est la première fois, tout à fait. Et si bien que la société, maintenant qui est cotée sur le Nasdaq, là aussi ça a été un marqueur de l'année 2021, la société Valneva, qui, rappelons-le, est dans le vaccin Covid, vaut pour 30% de la valorisation globale des biotech françaises. C'est du jamais vu et surtout, elle revient de loin puisque en début 2020, sa valorisation ne représentait que 5% de l'ensemble de la valorisation des biotech françaises. Bon, c'est sûr que Valneva, c'est un des marqueurs du secteur biotech à travers cette crise pandémique. Bon, moi je retiens performance négative, mais comme vous dites, après plus de 200% de performance en 2020, il faut d'ailleurs peut-être lire 2021 et 2020 et 2021 ensemble quand on regarde les performances boursières, quels que soient les secteurs d'ailleurs, mais a fortiori le secteur biotech en particulier. Et vous disiez, Valneva pèse aujourd'hui un tiers du secteur biotech français, donc ça veut dire qu'on a un secteur qui pèse entre 8 et 9 milliards aujourd'hui, c'est ça? C'est bien ça. On est quasiment au plus haut historique, puisque le plus haut a été marqué finalement en août 2021, où on était pile à 9 milliards d'euros. Là, on a 8 milliards et demi. Bon, voilà, on est vraiment proche des sommets historiques. Les investisseurs sont toujours à la recherche de nouvelles pépites, et il y en a eu 5 qui se sont fait introduire du reste dans le secteur en 2021. 5 sociétés qui ont levé au total 72 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable, et surtout ça augure de belles choses par la suite, parce que on va avoir un news flow aussi qui va être aussi intéressant à suivre, parce que ce sont des sociétés qui mettent des programmes de développement qui sont très avancés. Donc tout cela va alimenter aussi le secteur, et les investisseurs y ont participé et continuent d'être là. C'est ça aussi qui est rassurant. 5 introductions en bourse en 2021. Je suis encore dans le bilan 2021 pour 70 millions d'euros levés. Il faut ajouter à cela tous les financements qui se sont faits par des opérations d'augmentation de capital traditionnelles, sans introduction en bourse, j'imagine, Sacha. Voilà, tout à fait. Au global, on a levé en France, sur les 40 biotech françaises, donc 980 millions d'euros. À comparer à une année exceptionnelle qui était 2020, où on avait levé, c'était du jamais vu, 1,33 milliard d'euros. Donc on a quand même une baisse de 25-30%. En nombre d'opérations, par contre, on est sur une baisse de 10% du nombre d'opérations, puisqu'il y a eu 62 levées de fonds, 62 refinancements, contre 70 en 2020. Mais comme je le disais en préambule de mon intervention, il y a eu quand même aussi pas mal d'opérations, mais surtout, c'est une année classique, puisque lorsqu'on regarde entre 2015 et 2020, ce qui a été levé chaque année sur le compartiment biotech français, on était aux alentours de 900 millions d'euros. Donc 930 millions d'euros en 2021 versus la moyenne de 900 millions d'euros des 5 années précédentes. C'est le régime de croisière des montants levés par les biotech en bourse depuis 2015. C'est ça. On est dans un continuum, on va dire, de ce qu'on a pu observer les années précédentes un peu. Est-ce qu'on peut dire, si on intègre alors les financements bonus de 2020, en tout cas ce que l'année 2020 a permis en termes d'extra-financement peut-être pour le secteur des biotech,
on peut considérer qu'aujourd'hui, elles sont toutes correctement financées. En tout cas, toutes celles qui ont une légitimité à exister en bourse sont correctement financées aujourd'hui. Tout à fait. Elles sont bien financées. Et du reste, c'est très important puisqu'on est quand même sur des sociétés qui sont à cash flow négatif. Donc, elles ont besoin de lever beaucoup d'argent parce qu'on est sur des cycles longs de financement et aussi qui requièrent beaucoup d'investissement. Donc, maintenant, on est aux alentours de 18 à 24 mois de visibilité financière, ce qui rassure un peu le marché. On n'est pas sur des sociétés véritablement qui sont en mal de financement et qui ont des difficultés véritablement à engager des investissements. Là, on est vraiment sur des sociétés qui sont pleinement en pleine capacité d'avoir les ressources pour avancer dans leur programme de développement. Et du reste, c'est rassurant parce qu'on a aussi des sociétés qui ont beaucoup avancé en termes de maturité. Et ça, on en reviendra peut-être ultérieurement pour les perspectives de 2022, mais c'est quand même un signal très rassurant. Certaines d'entre elles sont peut-être proches d'entrer dans des phases importantes de développement. Alors, clinique toujours, mais commercial également peut-être demain. Donc il y a besoin de cash de toute façon pour ça, on va y revenir. Mais sur les opérations 2021, et là si on regarde la dynamique M&A, fusion-acquisition, donc là il faut s'extraire du seul marché français parce que c'est pas là où il y a le plus d'opérations, j'imagine, Sacha, mais qu'est-ce que vous retenez de la dynamique M&A sur 2021 pour les marchés européens et américains de biotech? Alors c'est encore une année classique finalement, Grégoire, ce qu'on a pu observer sur le M&A en biotech, sur la partie cotée, je précise. On a eu 26 transactions versus 27 en 2020, donc l'année précédente, donc c'est vraiment un copier-coller, j'ai envie de dire. Par contre, on a une baisse quand même de 30% en termes de montant. Sur 2021, on était à 94 milliards de dollars de transactions sur le M&A en biotech versus 122 milliards de dollars l'année précédente en 2020. Par contre, lorsqu'on regarde avec granularité un petit peu les transactions qui ont été observées sur les 26 de 2021, on observe qu'il y en a eu 18, donc les deux tiers, qui ont été des opérations à plus de 1 milliard de dollars. Ce n'était pas du tout le cas en 2020, puisqu'on était à 13 opérations à plus de 1 milliard de dollars. Donc les pharma, les big pharma et les industriels, on va dire, de la santé, de la pharmacie, sont de plus en plus enclins à payer cher leurs cibles dès lors qu'ils ont identifié des cibles d'intérêt. Signe peut-être de maturité du secteur, enfin en tout cas qu'on avance dans ce chemin vers la maturité, justement en termes de perspective 2022 pour les biotech françaises. Où est-ce que vous placez les enjeux, Sacha ? Alors, je parlais de maturité tout à l'heure. Là, véritablement, on va rentrer dans le vif du sujet. On sait que les années précédentes ont été un petit peu, on va dire, un peu décevantes sur certains programmes très attendus, notamment de la part de DBV dans l'allergie à l'arachide, mais aussi de Tienfit dans pas dans la PBC, mais dans la NASH, pardon. Et donc, avec des échecs en phase 3, donc juste avant l'homologation des produits auprès des agences réglementaires. Donc, l'année 2022 va être également aussi un marqueur dans ce sens-là, où la maturité des sociétés, comme je le disais tout à l'heure, va nous amener à avoir des rendez-vous significatifs avec des sociétés qui vont publier des résultats cliniques très avancés. Donc je parle de phase 2 ou alors de phase 3, juste avant l'enregistrement des produits. Et notamment Abivax, qui est une société dont on parle peu finalement, mais qui a véritablement un pipeline maintenant très, avec un beau profil et qui est regardé aussi du côté des États-Unis avec donc la société l'ABX 464 qui est développée dans la rectolite hémorragique, mais aussi dans la polyarthrite rhumatoïde, et on attend des résultats de phase 2 au premier trimestre pour ce programme dans 2 indications. Donc ça va être déjà très intéressant de regarder ce qui va sortir du côté d'Abivax. Et aussi Valneva. Valneva, on en parlait encore toujours à l'instant. On attend deux rendez-vous pour la société dès le premier trimestre avec l'enregistrement, la décision d'enregistrement sur l'homologation de son produit dans le Covid-19. Bien sûr. Et aussi des résultats de phase 3, cette fois-ci dans le vaccin contre chikungunya, qui est une maladie tropicale. Donc voilà, 2 rendez-vous importants pour Valneva également au premier trimestre, et puis d'autres sociétés type Biofitis aussi dans le Covid avec un traitement qui est bien avancé en phase 3 et pour lequel on attend des résultats là très prochainement dans les prochaines semaines. Et pour finir aussi Género qui va publier des résultats de phase 2 dans la sclérose en plaques au premier trimestre également. Donc voilà, on va avoir des rendez-vous significatifs pour ces sociétés-là qui vont pourquoi pas permettre d'atteindre les 10 milliards d'euros, parce que lorsqu'on publie des résultats cliniques positifs en biotech, eh bien on a saut de valorisation qui peut représenter des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Donc ce sera intéressant de voir dans quelle dynamique ces sociétés vont s'inscrire dès le début de l'année.
Ça peut être un game changer pour l'ensemble du secteur si on franchit, alors ce sera le palier symbolique des 10 milliards d'euros de capitalisation boursière pour les biotech cotées à Paris. Vous avez rappelé effectivement alors, des histoires qui ont été des histoires incroyables et on les a suivies ensemble pendant des années, que ce soit DBV ou Genfit, et qui se sont, allez on va le dire comme ça, qui ne se sont pas terminées de la meilleure manière possible, évidemment, pour leurs produits phares, leurs produits best-sellers. Là, il y a une nouvelle occasion, vous dites, pour le secteur et les quelques noms que vous avez cités, de prouver que oui, c'est possible, qu'on peut avoir des phases 3 successful et qu'on peut passer derrière à l'échelle industrielle sur les produits qu'on a mis des années à développer. Tout à fait. Et alors déjà, il y a une chose il y a 3 niveaux de réponse en fait. Le premier, c'est que jamais rien n'est perdu en biotech. On le sait, DBV et Genfit ont échoué, mais elles peuvent quand même arriver un jour avec un produit sur le marché. Donc on ne peut pas du tout dire que ce sont des échecs cuisants. Par contre, voilà, la preuve, c'est que Genfit a signé un partenariat avec Ipsen récemment. Ça pivote. Donc ça évolue en permanence. Donc il y a déjà cet aspect-là, mais après, maintenant, il y a aussi la relève. Et la relève derrière, eh bien, ce sont des sociétés qui ont des technologies et qui ont des financements. Maintenant, ensuite, il y a une part de chance aussi. On ne sait jamais de ce qui peut ressortir dans tout ça. Est-ce que leurs programmes finalement sont bien compétitifs? Est-ce qu'ils ont été bien designés? Est-ce que le manufacturing est prêt, etc. Donc c'est beaucoup de savoir-faire, d'expertise, mais aussi de chance. Il y a toujours des aléas, malgré tout, dans les études cliniques. Mais je pense que dans tout ce qu'on va pouvoir voir en 2022, je pense qu'il y a quand même matière à avoir de l'espoir sur des sociétés qui vont être en capacité d'étonner le marché. Ouais, et puis, c'est la perception du secteur chez les investisseurs qui est en jeu, vous dites, à travers ces résultats d'études cliniques avancées, phase 2, phase 2B, phase 3, etc. Complètement. Et maintenant, il y a surtout, lorsqu'on est dans une dévalorisation de 10 milliards d'euros, après, il y a aussi des volumes qui peuvent intéresser les institutionnels, et là cela peut permettre de changer de dimension, et comme on le disait, on est maintenant à 40 sociétés biotech, donc le biotech 40 existe, et espérons qu'il y ait une bonne dynamique qui puisse continuer pour ça, et je pense que ces sociétés-là maintenant sont bien armées pour le faire. C'est tout ce qu'on souhaite au secteur biotech pour 2022. Bon, on se reverra avant la fin de l'année quand même, Sacha, pour faire quelques points d'étape entre-temps. Mais il y a déjà effectivement un pipeline dense sur le premier trimestre de cette année avec des enjeux importants pour le secteur des 38 biotech précisément qui sont cotés à Paris aujourd'hui. Merci beaucoup Sacha d'avoir été avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Sacha Pouget, directeur associé de Calisté Biotech Advisors, avec nous en plateau.